أزول في اللون السكيرة مسلاي غف يون بونجاز نتسرفيت نوردين بكرة حنوس سينارا نوردين بكرة حدا نجاز نتسرفيت من الجزائر إلا ياري مزورا ميت فان كان تقدود ديال الجزائر دي ثقة سكواسن 80 شنو الفاد نتسال سفيان جلالية سلالن ديون وكافر بارتي دو رونوفو الجيريان يغال دا نغلاف نبون بود فليقا يانغات ساقيري كي غطاس يثيرا يتسيرو طاس يختم دي كونتريبيسيون ثواسين لا دغا دوك السفتر ينسن فيسبوك يزقار يتاك داك كي ثيكثيوين وسكاسير جارتين كورا غي ديفكار إني شدنا غف مساتني قبيليا سومتا لا دغا تمساتنا الماك يمسلايد سنة يزغين غا يخمم بيراد يا حسين يتحمد يسكن في ودي ثلويث فرحات مهني انجاز تسرتي ثانية يقلان فوقان مسون الماك نافاض شو دي بون ولها غورس لكن ناس وتفغان وين غادي كن ثمورليس اميون كان يلين ذن في وتواتي دول متوغا كان يسيران يون الجواب لكن يغاث الصاغة كي تولي مكان وين يسمى رد متوازن على النص نوردين بوكروح حول المسألة القبائلية والماك يغيس إذن يتحان وهو فلاس ولا تقص دوك السفتر نسن فيسبوك وكي بغير لاضيل ماس وهاب حامدي سيبيريا وما أزوف لك وهاب الزولة دا رشيد ميرسي إثيثن فيكين صحيت. ميت ولا ناس تفرا يونا مفتينا دي سام كيا ماشي كان تصمد شكي غورا نوردين بوكروح ماشي غاد امشي تسوال تشيني نوردين بوكروح وداران ذا شو تموريني كفين ديورا تزوغ لا قد تحصل لكن وهاب حميدي يتسيدير دي بارير يتسيدير دي بارير نسا كاتورا سي ان ايكونوميست ذا جاز نتذام سا يصلحي تدريم سان فينونسيي ماشا ما نروح تسويل لا غينس اسدوان لا فورماسيون يونيفرسيتير يخدم ازر في لو دروا كنا ديوغال ذا مستان افوكا حميدي ماس حميدي ونتعطي لها او يفان الدنيا ذا شو كي جان تصنوض اصدار ثيريري في ماس نوردين بوكا. Oui, merci Darchid pour l'introduction. Donc, je pense dans l'introduction, enfin, tu vois, donc je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Dans l'introduction que tu as faite sur Nordin Boukoula, tu l'as présenté comme un intellectuel et c'est ce que je partage. Donc, c'est une personne qui, depuis des années, il écrit, il contribue. Donc, pour moi, c'est une personne intéressante intellectuellement parce que même si on peut être en désaccord par rapport à ce qu'il peut produire, mais au moins, de la matière dans le débat. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est comme politique, tu as rappelé un peu son parcours. Et donc, c'est une personne que je suis. Donc, c'est une personne qui a compris surtout, parce que, une petite parenthèse, qui est très présent sur les réseaux sociaux, y compris TikTok. Donc, il fait des contributions visuelles, donc il occupe le terrain. Donc, il injecte comme ça des idées, au moins il alimente un peu le débat dans le milieu politique algérien. Donc, voilà, c'est une personne que je suis. Donc, je lis ses contributions. Et c'est une personne qui m'intéresse d'un point de vue sur plusieurs angles. Donc, avant d'aller sur peut-être d'Arachid la dernière contribution auquel j'ai répondu, c'est bien de remettre un peu en perspective, de remettre un peu l'homme, l'homme politique dans sa famille politique pour qu'on comprenne après la suite. Parce que si on ne fait pas cette introduction et remettre un peu le contexte politique algérien et la famille politique dont, où à laquelle est affilié M. Bouclouh, peut-être on ne va pas comprendre après la suite. Donc pour moi, c'est important aussi de rappeler un peu cette famille politique, grande famille politique auquel appartient Bouclouh. Parce que beaucoup peut-être de personnes ne savent pas que Bouclouh fait partie de la grande famille dite islam politique. Donc peut-être on va l'expliquer. Donc, parce que dans la grande famille de l'islam politique en Algérie, il y a différentes écoles, différents courants. Et globalement, si on peut les schématiser, il y a trois grands courants de la famille de l'islam politique.
Il y a la famille des frères musulmans, tout le monde connaît, auquel il y a les partis politiques comme le MSP, comme le parti de Ben Guirina. Enfin, c'est Mhm. les grands partis politiques des frères musulmans, le Mokri, euh, et toutes ces personnes qui font partie de cette famille politique, enfin de ce courant, de cette famille politique. Après, il y a le deuxième courant, peut-être le plus dynamique, mais peut-être moins visible, mais le plus dangereux, c'est la famille salafiste, dans laquelle il y a deux sous-branches. Il y a la salafiste, ce qu'on appelle les matralistes, très actifs depuis 20 ans, et il y a les salafistes djihadistes, auxquels peut-être remonte un peu l'ancien fils. Mhm. Et il y a après, là, le troisième pilier ou le troisième courant, très peu connu, mais il fait partie de cette grande famille de l'islam politique. Ben, ce qu'on appelle l'école ou bien le courant réformiste. Le père Oui, spirituel de ce courant-là, c'est Malik Ben Nabi, voilà, dont Boukhrouh il est fait un exactement. des élèves disciples. OK? Voilà, exactement. Donc, quand on comprend ça, après, on va comprendre beaucoup, on aura des réponses sur beaucoup de questions qu'on se pose sur le positionnement de Boukourou et surtout dans cette idéologie et cette pensée politique. Donc, on va faire un zoom sur la pensée de Benabi, qui est le courant réformiste de l'islam politique. Et donc, quand on comprend, parce que, en fait, comme vous l'avez dit, comme tu viens de le dire, Boukourou est l'héritier spirituel et le continuateur de cette pensée benabiste. Et il ne faut Mhm. pas l'oublier aussi que même la fille de Ben Nabi, tout, tout l'archive qu'a laissé son père aux États-Unis, elle l'a confié à Boukourou. Ah, Parce que OK. Boukourou était. Ah oui, ça, il faut le savoir. Parce que Ah, ça, c'est bien. même l'archive a été confiée à Boukourou. Il en parle dans ce livre où il a fait la biographie de Ben Nabi. Et il en a parlé. Donc, et après, on peut le considérer comme un peu l'héritier et le continuateur de cette école, auquel tu l'as rappelé tout à l'heure. On peut affilier Sofiane Djilali, euh, Fodil Boumala aussi, et font partie de cette école. Et Peut-être on va juste donner les grandes lignes de cette école, comment ils pensent, enfin, qu'est-ce qu'elle prend comme idéologie il y a, qu'est-ce qu'elle est. il y Oui, a oui, aussi Wahhab, il y a aussi un Kabyle qui oui, fait partie de cette école-là, enfin, qui était fonctionnaire à l'ONUSCO, c'est Rachid Ben Issa, qui lui aussi oui, sème la polémique beaucoup dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas? exactement. Exactement. OK. Euh, euh, donc, la matrice principale de la pensée de Ben Nabil te dit que on vit dans un monde musulman en décadence. Et le moteur enfin, de toute la réflexion de Ben Nabil, c'est que l'histoire a été, comment dire, le moteur de l'histoire, c'était les civilisations. Donc pour lui, il prend la civilisation gréco-romaine après la civilisation musulmane. Donc pour lui, tout le travail qui devrait être fait, entre guillemets, dans le monde musulman, c'est la renaissance de la civilisation euh, dans laquelle l'islam est le pilier. Mhm. Et ça c'est toute la réflexion de Benabi. Il te dit qu'il y a eu une grande civilisation qui a fait avancer la pensée, l'humanité en général. Je reprends à peu près sa pensée, hein, donc, même si je ne partage pas tout ce qu'il dit. Mais voilà, pour que juste que ceux qui nous écoutent comprennent. Donc pour lui, l'avènement de l'islam était le déclencheur d'une grande civilisation. Après, cette civilisation a vécu et le point de chute, c'est la chute de l'État mouahidi. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, après la chute des mouahidines et la perte de l'Andalousie, eh ben, le monde musulman est rentré dans la décadence. Mhm. Et après, il a ouvert ce qu'il appelle, lui, la colonisabilité de ce monde, qui a mis le lit à la colonisation, ce qu'on appelle la colonisabilité chez Ben Nabi. Donc pour lui, on a dévié sur les fondements de cette grande civilisation et on s'est éloigné sur ses préceptes et ceux qu'il a constitués. Donc on était rentré dans la décadence. Donc pour revenir et relancer cette civilisation, il faut
réformer. Et pour lui, la réforme passe par comment dire, une remise en perspective des fondamentaux de l'islam. C'est un peu, globalement, je schématise un peu et faciliter un peu pour que les gens nous écoutent, comprennent facilement. Donc, Ben Nabi et toute l'école benhabiste, ils te disent il faut qu'on réforme l'islam, purifier l'âme du musulman et le remettre dans la modernité politique. Donc, pour eux, la modernité euh, dans le monde musulman passe par la modernisation de l'islam. Donc, pour eux, il faut moderniser l'islam pour l'adapter au monde dans lequel on vit. C'est pour ça que, par exemple, Boukourou, quand tu es dans ses réflexions, et tu dis il faut qu'on réécrit, par exemple, le Coran Il sur la parle, base chronologique. et voilà, il parle de chronologie. Il faut reclasser en fonction de la Voilà, chronologie de la descente des versets coraniques, c'est ça. exactement. Et quand Donc, même, il te dit, si on... il a cassé ce tabou. Il a le mérite de casser ce tabou. Hein. Il casse les tabous Oui, parfois, voilà. même au sein de l'islam. Donc, Oui, c'est pour ça vas-y. que pour que les gens comprennent, pourquoi Boukourou a proposé cette réforme. Donc, ça rentre globalement dans cette idée de relancer la civilisation musulmane à travers la réforme, principalement du texte ou autre. Chacun a après proposé un angle de réforme. Et donc, dans tout ça, pour Ben Nabi, le monde nord-africain et tout le reste, pas que dans le. Pour lui, le socle de cette civilisation, c'est la religion. Et l'un des déterminants pour construire cette civilisation, c'est la langue arabe. Donc pour lui, pour qu'une religion euh, puisse être diffusée, il lui faut une langue euh, euh, véhiculaire, enfin, si on peut dire comme ça, et pour lui, c'est la langue arabe. Donc c'est pour ça qu'on comprend dans toute la réflexion et la pensée benhabiste, tout le reste, tous les autres composants de la question identitaire, c'est secondaire. Il ne nie pas la question de la mésérité, la dimension multiculturelle de l'Afrique du Nord, mais pour lui, c'est secondaire. Le plus important, c'est la religion, l'islam, et la langue arabe qu'on véhicule transnational pour cette religion, et tout le reste, ça existe, mais pour lui, c'était pas le plus important. Et aussi, juste le remettre un peu en perspective dans la période que lui, il a vécu. Et là, on va comprendre après pourquoi Boukourou s'est éloigné un peu de la matrice centrale de Ben Nabi. Parce qu'à l'époque, dans les années 40, 50, 60, on considérait que, par exemple, la question de la berbérité à l'époque, pour reprendre le terme berbère, parce que moi, je ne l'aime pas trop, je préfère le terme amazir. À l'époque, pour une partie de l'intelligentsia nationaliste à l'époque, la question identitaire était utilisée par la colonisation pour diviser. Donc, tout ce qui touchait à la question de la diversité est vécu ou bien a été vu comme une forme de diversion. Mhm. Donc, ça, c'était le contexte de l'époque. Et Et, peut-être c'est le seul point auquel Boukourou, on va revenir après, où Boukourou a fait évoluer la pensée de Ben Nabi. Où Boukourou, depuis les années 2000, surtout après les événements de 2001, a fait évoluer sa réflexion par rapport à la question de la diversité et la composante amazigh comme substrat important dans la question d'identité nationale. Et ça, c'est une évolution de la matrice principale de la pensée de Ben Nabi par rapport à Boukourou qui a fait évoluer sa pensée par rapport à ça. très bien. Voilà, globalement, c'est juste une introduction pour mettre un peu le décor et comprendre un peu Ben Nabi où il se situe dans l'idéologie, dans les familles idéologiques politiques algériennes. Je pense que M. Hamidi, vous avez bien résumé effectivement la pensée, la personnalité de Boukhara. C'est bien cela. Moi, personnellement, j'ai écrit il y a 5 ans de cela. D'ailleurs, je l'ai reposté et il a fait un grand succès. Il a été partout dispatché, OK. distribué. J'ai fait une comparaison en quelque sorte avec Saïd Saadi, qui sont à peu près de la même génération. C'est des intellectuels tous les deux. Ils se sont présentés en 95 dans la première élection pluraliste. Simplement, j'ai dit dans cet article-là que vous pouvez lire, que vous êtes en train de voir, c'est que OK. Saïd Sadé, il puise de la pensée de Mouloud Mamri et l'autre, Bekouah, il puise de la pensée Malik Ben Nabi, sachant qu'historiquement parlant, il y a eu un petit conflit entre
Malik Ben Nabi et Mouloud Mamri, à une époque où Mouloud Mamri a écrit le premier bateau. Le bateau, je pense, ça n'a pas plu quelque part. Il faut vérifier cela, donc c'est juste entre parenthèses, hein. Oui, Ceci dit, pour ne pas s'éloigner de notre sujet, donc je reviens à votre article exactement. que j'ai lu, Oui, et ça se lit bien, avec un très beau style littéraire en langue arabe. Vous avez donc structuré en 5 différentes parties avec une oui, conclusion à la fin. On va y aller étape par étape. Le premier point que vous avez dit, je le dis en arabe, الماك ليس أصل المشكل بل هي نتيجة لغياب الديمقراطية. Donc, tu as dit, c'est comme tu as dit à notre démocratie, le problème, c'est pas le MAC, mais c'est plutôt le manque de démocratie qui est. Est-ce que vous pouvez vous expliquer davantage ce point-là? oui, bien sûr, parce que en fait, la question du MAC et surtout ces derniers jours, enfin, ça devient un peu l'actualité. Bon, on va en abstraction peut-être de ça. Euh, Parce que beaucoup, ce qui m'a dérangé, parce que cet article, c'était la suite de d'autres contributions. Oui. Donc lui, il ne met pas du tout le point sur la genèse du problème. Et il fait abstraction de toute la question du combat identitaire depuis au moins, si on peut le situer au moins dans le temps, depuis les années 40 et le groupe de Black Noon, et tout le combat 80, 2001 et autres. Et comme si le Mac est né juste comme ça, c'est juste un ovni qui est venu, il est né en 2001. Alors que la naissance du Mac, d'ailleurs aussi on remet un peu le contexte de l'époque, parce qu'il y avait un blocage en 2001, d'Arachid, si tu te rappelles bien. Mhm. À l'époque, la Roche, on a rejeté même les partis politiques, le RCD, le FFS. Il y avait toute une opinion publique à l'époque. On disait, mais vous avez les partis, vous avez échoué. Mhm. Donc, il y avait une partie de la classe militante kabyle à l'époque qui était partie pour refaire revivre la Roche. Mhm. Et il y a une autre aussi partie qui s'est dit, pourquoi pas un nouveau projet politique De qui le s'est MAC. cristallisé à l'époque autour du MAC De dans la MAC, ouais. question de l'autonomie. OK. Donc ça, il faut vraiment remettre un peu Le Donc contexte. c'était la crise de démocratie à l'époque, le contexte. Donc le MAC était venu pour répondre à une situation de blocage politique contextualisée comme une sortie de crise pour la région. Donc, parce que c'était la continuité de tout. Il y avait la plupart les fondateurs du MAC, ils étaient dans le MCB. C'est des personnes qui étaient dans le mouvement politique, culturel, ou bien ils étaient dans le RCD, ils étaient dans les autres partis. Mais, donc, il y avait une continuité de combat qui a fait que le MAC n'était pas né comme ça. Donc, c'était un constat par rapport à une situation donnée en 2001 pour répondre à une situation de blocage politique. Et Mhm. donc, ce qui m'a dérangé dans l'analyse de Bokolo, c'est de faire abstraction sur toute l'histoire et de dire que voilà, le Mac, c'était un problème, euh, alors que c'est pas la source en tant que telle. C'est l'arrivée, c'est pas le départ. Le problème du Mac, c'est pas le départ, mais c'est l'arrivée. Parce que pour moi, je l'ai toujours dit depuis au moins quelques temps, je disais que le Mac était né de l'absence de démocratie en Algérie et il va disparaître avec la démocratisation du régime algérien. Pour moi, c'est voilà, parce que la Peut-être, naissance du Mac était. ouais, peut-être ça, c'est un autre débat. Oui, Ça me fera un oui, grand voilà. plaisir, un énorme plaisir, si vous pouvez accepter de débattre avec quelqu'un qui est proche du MAC, pour voir l'opinion de l'un et l'autre. Est-ce que on pourra le faire à l'avenir? Vous acceptez si je conviens un militant du MAC pour faire un débat? Ouais, moi, je suis toujours ouvert au débat. D'accord. Ouais, ça ne me pose OK. aucun problème. C'est l'essentiel que ce soit se structurer dans le respect. Il n'y a Il pas de n'y a problème. pas de OK. souci. OK. Merci. Juste pour enchaîner avec parce que c'est lié un peu avec ce que vous êtes en train de dire, c'est lié avec Oui, le deuxième point où vous avez dit تحليلكم يتجاهل دور التيار العروبي البعثي في خلق الأزمة. Votre analyse ignore oui, complètement le courant arabiste et ba'thiste dans la création de cette crise. Donc, votre point de vue, c'est que le MAC est la conséquence directe du fait qu'on a ignoré la diversité
à la fois confessionnelle, linguistique, la démocratie en général en Algérie, c'est ça? Exactement. Ben, c'était l'idéologie qui a été instaurée Ouais. après 62 autour du FLN, mais le FLN revisité avec une seule vision. Et cette vision, elle était cloisonnée dans l'arabo-islamisme, ou l'islamo-arabisme, ou l'islamo-ba'athisme, peu importe comment on peut le qualifier, mais c'était le substrat, c'était le noyau auquel le FLN qui a pris le pouvoir, qui était le parti-État depuis 62, c'est l'idéologie officielle du parti et indirectement de l'État algérien. Donc c'était comment dire, l'ignorance de toute forme de diversité, pas que linguistique, religieuse aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie, il y avait même des Français, enfin, qui sont restés en Algérie, qui voulaient rester algériens, qui étaient de confession chrétienne, mais même des Algériens qui sont convertis au christianisme, pour lesquels on a refusé aussi cette diversité religieuse. Il faut le Tout à rappeler fait, aussi. Parce que tout à le fait. problème de la mono-vision, et quand il était linguistique, parce que c'est la plus visible et la plus Mhm, dynamique et la plus connue, mais il ne faut pas oublier aussi la diversité religieuse aussi. Donc, mhm. mais voilà, si on reste sur la question de la langue, eh ben, c'était le rejet par le système au sens large de la diversité culturelle, au sens large linguistique, ethnique et autres, et en parallèle, la résumer dans une seule vision arabo-islamiste et plus arabo-baptiste, et ben, qui a fait que et ben, le reste des Algériens se sont sentis exclus. Donc, ils se sont sentis non représentés dans cette Algérie monovision, si on peut la qualifier ainsi. Donc, et ça, si on revenait par rapport à l'analyse de Boukoulou, donc lui, et l'oubli, c'est pour ça que j'ai fait l'introduction tout à l'heure par rapport à sa famille idéologique, parce que c'est cette famille idéologique, principalement cristallisée autour de l'islam politique, qui rejette toute autre diversité, et principalement la question de la majorité en Afrique du Nord. Et donc, dans l'analyse de Bouclouh, il a omis aussi de dire que si il y a eu un mouvement qui s'est cristallisé autour de l'ethnicité kabyle, mais parce qu'en face, il y avait un rejet. Et lui, il oublie tout ça et il n'explique pas le processus historique qui a fait que le MAC était né. Parce que le MAC était la continuité d'autres. Il y a eu le MCB avant, il y a eu le RCD qui a pris comment dire, la question culturelle comme une base dans son programme politique, et le MAC était venu après. Et donc tout ça, la contribution de Bougoulou, je ne sais pas s'il l'a fait volontairement ou bien c'est juste il a un angle mort dans son analyse qu'il n'a pas pris en considération parce qu'il était complètement peut-être pris par son parti pris idéologique. Donc ça aurait peut-être intéressant de débattre avec lui. Ça serait, au fait, vous avez bien fait de dire ça parce que je tiens à le rappeler, c'est très important. Il m'est arrivé de recevoir beaucoup d'hommes politiques. L'un des derniers en date, c'est Sofiane Djilali, et je remercie beaucoup. Il a accepté mon Oui, invitation. On a débattu beaucoup sur beaucoup de points. Juste, je vais le préciser, c'est important. Lors des mots que je lui ai adressé à maintes reprises. Et je sais qu'il lisait mes messages, mais il répond jamais. Et il n'a jamais jugé utile de me venir pour affronter les questions que je pourrais lui poser. Voilà, c'est entre parenthèses. Pour revenir un peu à votre point, oui. effectivement, on peut lire, comme vous êtes en train de le voir, et je vais le traduire. Vous avez dit, لكنكم لم تطرقوا إلى الطرف الآخر من المعادلة التيار العروبي البعثي الذي سعى منذ 62 إلى فرض هوية واحدة على كل الجزائر. هذا التيار هو همش الأمازيغية، قدم التنوع كخطر على الدولة، فرض التعريب القسري، جعل الإسلام والعروبة الإطار الوحيد للهوية. Je pense que, quand même, Lord Dembourgois, c'est quelqu'un de très intelligent, de très brillant. S'il l'a pas fait, c'est qu'il est dans son rôle. Et c'est là, peut-être, où vous l'avez indirectement expliqué dans le troisième point. vous avez dit استلهامكم لبن نبي يعيد إنتاج نظرة
تنتقص من العمق الأمازيغي. Je pense que vous l'avez déjà expliqué. Est-ce que c'est parce que les Et, victimes du fait qu'il est disciple de Ben Nabi, c'est ça? euh, victime, je ne sais pas, parce que c'est assumé. C'est quand même c'est une personne politiquement engagée, donc je pense qu'il assume complètement la pensée de Ben Nabi. Il est considéré, moi je le considère comme le continuateur de cette école. Toujours Quand dit, je dis victime, en fait, prisonnier. Prisonnier du fait oui, qu'il est un disciple de Ben Nabi. C'est ça ce que je voulais dire. Qui a toujours ignoré la dimension amazigh. exactement. Ouais. Donc voilà, parce que dans cette école, cette pensée, dans cette grande famille, on l'a cité dans le deuxième point, qui considère la question, en fait, l'Algérie comme arabo-islamique et rien d'autre, et il en fait Ah. partie. Donc, parce que dans la pensée de Ben Nabi, la question de la misérité est un substrat voilà, marginal ou bien périphérique et n'est pas central dans leur pensée. Et tout, comme on l'a dit, peut-être on l'a expliqué au départ, leur moteur de la renaissance civilisationnelle, ce qu'eux considèrent comme une civilisation musulmane, doit et devrait passer par la réforme de la religion et sur lequel le vecteur de cette réforme est la langue arabe. Donc pour eux, tout le reste est marginal. Et donc c'est pour ça que j'ai rappelé, c'est pour ça que je n'ai pas omis dans ma réponse de rappeler aussi cette école et cette filiation avec Ben Nabi. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et aussi, Sofiane Djellali, c'est quelqu'un que je connais, j'ai déjà rencontré. Et aussi, lui aussi, quand on lit un peu ses livres, Sofiane Djellali, il dit qu'il faut réformer la société algérienne et ça passe par la réforme religieuse. C'est juste une parenthèse. Pour dire, globalement, cette école, elle est dans son programme politique, il est là. C'est très important à le rappeler. Donc pour eux, après, je t'ai dit, Boukoulou, il a fait évoluer sa réflexion à partir de 2001, où il dit que la question de la mazérité, elle est centrale et fait une composante essentielle dans le paysage nord-africain. Mais peut-être pour moi, c'est parce que c'est le fait accompli politique réel qui a fait que c'est une réalité qu'on ne peut pas, comment dire, qu'on peut pas ignorer. Mhm. Mais en parallèle, M. Bougoula, il n'a fait aucune contribution pour ni la promotion de la culture amazigh, ni pour voilà, faire en sorte de généraliser l'enseignement, par exemple, de la langue, ou bien participer à son rayonnement culturel. Donc la dimension militante pour la question amazigh, elle est complètement absente. Donc voilà, pour Mhm. moi, même s'il a eu un revirement, une reconnaissance, et pour moi, c'est un fait accompli politique qu'il ne peut pas ignorer, comme maintenant en Algérie, personne et tous les hommes politiques, y compris les plus farouches peut-être contre la question de la misérité, ils n'ont plus le choix parce que c'est une dynamique historique qui est là, on ne peut pas l'ignorer. Donc soit on fait avec, soit on est mis à côté. Donc ça, je pense que la société algérienne nord-africaine en général a pris en main la question de la misérité et on ne revient plus en arrière. Moi, ça, c'est un fait. Par rapport au troisième point, c'est pour ça que j'ai rappelé et j'ai fait la filiation avec Ben Nabi pour remettre un peu le contexte politique de la pensée de Boukelouh et cette continuité par rapport à l'école Ben Nabi en général, qui considère la majorité comme secondaire. Voilà, très bien. Ce qui nous ramène au quatrième point que vous avez. Vraiment, il est très très bien soutenu votre article. Ce qui est étonnant chez, comment ça s'appelle, Nordin Boukaba, c'est qu'il a convoqué la donne mozabite. Il a confronté les Kabyles avec les mozabites. Vous avez été le Oui, muqarana ma'al mizab, ghair daqiqa. Est-ce que vous pouvez expliquer davantage qu'est-ce qu'il a comparé? Il a dit comme quoi les Kabyles devraient prendre exemple des mozabites parce que, soi-disant, ils sont plus religieux enfin, ils sont religieux. C'est ça, non? parce qu'ils ne sont pas assez contestataires, ils ne sont pas assez revendicatifs de la question amazigh et Voilà. de la misérité, et ne la mettent pas en avant. C'est une communauté assez silencieuse, on n'entend pas parler d'eux, et c'est des citoyens exemplaires. Et voilà, il faut prendre exemple sur eux. Alors qu'il oublie quelque chose, c'est que peut-être, pour moi, c'est ça peut-être le biais qui m'a un peu déstabilisé. Pourquoi elle n'a pas pris Ishaoui? Parce que chez Win, il y a une dynamique actuelle de la Mhm. revendication de la dimension Chewi et les Chewi.
Et il y a comment dire, il y a une dynamique shawi pour la dimension shawi. Elle est réelle, elle est existante. Donc, partir chez les Mozabites, pour moi, c'est biaisé. Pourquoi? Parce que c'est connu que les Mozabites, c'est des ibadites, ils ont tout un système euh, un peu fermé qui fait que la religion, oui, elle est centrale dans la culture mozabite, mais pour moi, ces questions religieuses, elles rentrent dans une dimension globale qui est la culture mozabite et l'intègre, parce que les Mozabites, ils continuent à parler mozabite d'une manière naturelle et ils sont jamais éloignés à leur, comment dire, à- à la pratique de la langue mozabite. Mais pour moi, le parallèle, il m'a déstabilisé parce que la Kabylie, c'est vrai que la Kabylie a toujours été frondeuse, porteuse de la revendication amazigh, et comme s'il nous demande d'être passif et ne pas être revendicatif et ne pas montrer cette revendication d'une manière euh, affichée. Pour moi, c'est ça, parce que pour moi, c'est ça le parallèle qu'il a fait pour nous dire, oui, pourquoi pas ne pas se taire comme se taisent les Mozambiques. Donc pour moi, ça m'a un peu déstabilisé, enfin dérangé. Et le parallèle, pour moi, n'est pas du tout justifié. Je n'ai pas trouvé un justificatif par rapport à ça. Et c'est connu, les Mozambiques, c'est pas que sur la question linguistique qui ne sont pas revendicatifs, parce que aussi ils sont persécutés aussi pour leur pratique religieuse, ibadite, qui n'est pas reconnue officiellement par l'État algérien, enfin, d'une manière, parce qu'officiellement l'État algérien, elle est dans le courant enfin, malikite pour la pratique religieuse. Mais ça n'empêche pas que les Mozabites n'ont pas fait aussi un dossier politique. Je sais pas si tu vois à peu près ce que Ouais, je ouais, voulais ouais, dire, c'est que c'est global, culturel et c'est lié aux Mozambique, pas que sur la question linguistique, mais c'est global, c'est leur culture qui est comme ça et ils tout à sont fait. très discrets dans leurs pratiques, même dans le monde des affaires, et c'est des gens très connus pour le Le sens des commerce, affaires, mais ouais, ils restent très discrets. Ils sont très discrets, on n'entend pas parler d'eux, ça fait partie de leur culture, on la respecte telle qu'elle est. Je n'arrive pas pourquoi les faire venir dans un débat qui n'est pas à lieu d'être. très bien. Je salue mes amis Mozabit. J'invite souvent, dernièrement, j'ai invité Salah Debouze, donc je les salue d'ici. Ceci nous mène au cinquième point. Vous avez parlé التنديد بالانزلاق نحو المطالب السياسية دون تحليل أسبابه الحقيقية. Je traduis en français. Condamner le glissement vers les revendications politiques sans en analyser les causes réelles. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, en Monsieur fait, Hamid. parce que là, ça revient à la question centrale, parce que lui, les derniers jours, il en a fait pas mal de contributions autour du mouvement du MAC, voilà, en disant qu'il y a un danger sur la question de l'État algérien, sur la question de la stabilité de l'État, la question du Sahara, tu vois, toute la question euh, de la stabilité de la région en général. Et pour moi, un problème politique ne peut se régler que politiquement. Donc, et quand on veut régler un problème politique, il faut mettre sur la table la jeunesse qui a fait que ce problème est né. Là, je ne parle pas du MAC ou autre, je parle de tous les problèmes. Donc, quand on veut régler un problème, on le met sur la table, on essaie de comprendre pourquoi il existe ce problème, et après, on identifie un processus pour le régler, pour trouver des solutions, pour le résoudre. Et ça se passe dans tout problème, y compris politique. Donc, mettre comme ça sur la table et dire oui, voilà, on a un danger et il faut bouger parce que voilà, il y a vraiment un vrai danger sur la question sur l'État, sans mettre sur la table ce problème pour qu'on le discute politiquement et on apporte des réponses politiques. Parce que le MAC est né dans une situation que tout le monde connaît. Il y a eu malheureusement des jeunes tombés dans cette période, mais le fond est là. C'est la question de la marginalisation de la culture, de la langue. On l'a vu, même si
la question de la langue amazigh est officialisée, mais aucune suite sur le terrain. Donc, il n'y a pas une prise en charge réelle, parce que normalement, tout le combat du mouvement militant pour la mazérité, pour l'officialisation de la mazérité, l'objectif était la prise en charge par l'État de la langue amazigh. Là, on est arrivé à l'officialisation, mais l'objectif réel, c'est pas d'inscrire la question amazigh dans la Constitution. Ça n'a jamais été l'objectif en soi. Ça, c'est un objectif juridique et comment dire, symbolique d'inscrire la question de la mazérité comme langue nationale et officielle. Mais l'objectif réel, c'est qu'elle soit prise en charge par l'État. C'est-à-dire l'État lui donne les moyens pour son enseignement, son développement, sa présence réelle dans les institutions de l'État, dans les médias publics et dans la vie quotidienne de l'individu. C'est ça l'objectif final de l'officialisation, c'est la prise en charge par l'État avec toute la machine de l'État. Parce que moi, en tant que militant, je peux faire des recherches, faire des écrits et tout, mais j'aurais jamais à remplacer un État avec sa machine bureaucratique, financière et organisationnelle pour la prise en charge de cette dimension amazigh au sens large. Pas que la dimension linguistique, mais tout le corpus culturel autour de la question amazigh. Donc, on a vu l'officialisation de la mazigh, mais en parallèle, il n'y a pas de suite. La généralisation est très, très compliquée à mettre en œuvre. L'Académie de la langue amazigh n'est toujours pas opérationnelle. Dans les médias publics, absence totale de la mazérité. Dans les documents officiels, dans l'administration, la bureaucratie, elle est complètement ignorée. Et ça, donc, les problématiques de la naissance du MAC en 2001, donc on peut j'ai cité la question de la mazérité, mais il n'y avait pas que cela. Darachid, si tu te rappelles bien, la plateforme de Ksal, les 13 points, c'est des 13 points purement politiques sur la question de la prise en charge économique, politique, sociale et autres. Les 13 points, ils sont toujours là. On peut toujours revenir à la plateforme de Ksal. Elle est toujours d'actualité. Donc, si on prend la plateforme de Ksal, les 13 points qu'on devait soumettre à l'époque, le 14 juin, à la présidence de la République, c'était des points qui concernent la Kabylie, mais ça concerne tous les Algériens. C'est la question des libertés démocratiques, la question de la redistribution de la richesse, l'accès aux médias, l'accès à la diversité. Ils sont toujours là, ils sont toujours d'actualité. Donc, si on fait le parallèle de la naissance de ce mouvement en 2001, eh ben, le contexte politique, il n'a pas évolué depuis 24 ans. Donc, pour qu'on règle la problématique exposée par ce mouvement, il faut qu'on s'attaque à la genèse des indicateurs qui ont fait que, ou bien les déterminants qui ont fait que ce mouvement était né. Donc, même si on dit oui, voilà, c'est un problème de séparatisme, il faut qu'on lutte, mais tout ça, ça ne va pas régler le problème si on ne touche pas au fond de la problématique exposée en 2001 dès sa genèse et sa naissance. Donc, c'est pour ça que j'ai rappelé toute la problématique, parce que même la judiciarisation de l'action politique, elle est inefficace, c'est impossible. On ne peut pas régler un problème politique avec une action judiciaire, ça n'a jamais existé, et toutes les réponses dans l'histoire n'ont jamais réglé les problèmes politiques à travers ni la justice, ni les articles de loi, et ça ne marche pas. Ça peut marcher sur 10, 15, 20 personnes qu'on met en prison, mais le problème de fond ne peut pas se régler à travers la judiciarisation de l'action politique. Donc pour moi, y compris l'article 87 bis, je le dis ici, pour moi c'est un article qu'on doit et qu'on devrait supprimer du corpus du droit pénal algérien parce que en fait il fait en sorte de ne plus pouvoir exercer l'action politique en Algérie. Parce que ce n'est pas juste par rapport à la question du mouvement du MAC ou autre, mais toute action politique devient quasi impossible avec l'article 87 bis qui interdit toute forme d'organisation en dehors de cadre légal. On sait bien, pour avoir un cadre légal d'un parti ou une association en Algérie, c'est juste mission impossible. Et ça, donc, on voit bien que la problématique, elle est
foncièrement politique, il faut le régler politiquement. Et Tout c'est comme à ça fait. qu'on peut lutter sur comment dire, sur toutes les dérives qu'on peut imaginer, y compris par les mouvements qui peuvent voilà, naître peut-être pour une raison noble et louable, mais avec le temps, on peut partir vers les extrêmes, et les extrêmes ne règlent généralement pas les problèmes politiques. Tout à fait. J'aimerais bien intervenir par rapport au point de l'officialisation intermédiaire dont vous avez parlé. Nous, au niveau Oui, TQ5, c'est ce qu'on essaie toujours de donner comme conseil aux faiseurs de décision en Algérie. Vous ne pouvez pas officialiser une langue et on ne lui donne pas tous les budgets nécessaires et tous les moyens nécessaires. Et de par mon expérience qui vit au Canada, la co-officialité linguistique ici au Canada, ça veut dire $1 donné à la langue anglaise, c'est $1 donné à la langue française, même si les Français représentent environ 17%, ce n'est même pas un quart de la population canadienne. Et ça, je parle du Canada, on peut mettre la même chose par rapport à la Suisse, 4 langues, par rapport à Belgique, 3 langues, par rapport à l'Afrique du Sud, 11 langues officielles. Actuellement, l'Algérie et le Maroc, c'est les seuls pays qui ont plus d'une langue officielle, mais dans le terrain, il n'y a qu'une langue officielle. Et on ne les voit pas dans exactement. les passeports, on ne les voit pas dans les billets de banque, on ne voit pas Tamazigh dans le. Là, il n'y a pas de loi organique qui va permettre de la généraliser partout. Donc, comme vous l'avez dit, c'est eux qui posent le problème. Voilà, juste, j'aimerais mettre l'accent sur ce point-là. Euh, j'ai parlé tout au début de 5 points. Finalement, 6 points, hein. Le sixième point que vous avez abordé dans votre papier, c'est تحويل القبائل إلى منطقة خطرة يلغي حقيقة الألم. Si je peux traduire ça en français, transformer les Kabyles en zones dangereuses n'est la réalité de la souffrance. Ça serait bien si vous pouviez élaborer par rapport à ce point-là, En Monsieur fait, moi, Hamid. ce qui me dérange, oui, en fait, globalement, c'est qu'on essaie toujours de singulariser la Kabylie dans des clichés que nous, Kabyles, nous rejetons. Donc, voilà, c'est comme si des fois, la question, oui, tu dis la question de la mazérité, il n'y a que vous, les Kabyles, qui la portent. Non, c'est pas vrai. Même les Chaouis, moi, j'en connais pas mal de Chaouis, eux aussi la porte, ils la revendiquent, mais peut-être nous, les Kabyles, on est peut-être plus. Voilà, après, il y a toute une histoire de la région, la question de l'immigration, la question de. Enfin, il y a des déterminants objectifs qui peuvent expliquer pourquoi la région de Kabylie, peut-être, elle est à l'avant-garde. Mais ça ne veut pas dire que ce que revendique la Kabylie n'est pas revendiqué ailleurs. Et chaque fois qu'on essaie d'isoler la Kabylie pour la mettre un peu différente et la singulariser, généralement, quand ça vient des politiques, c'est pas pour des raisons positives. Après, pour moi, je milite pour la diversité, et pour moi, la richesse, elle est dans la différence. Mais mettre comme ça à chaque fois, oui, voilà, le danger vient de la Kabylie, voilà la Kabylie toujours frondeuse, la Kabylie qui est là, sur laquelle il faut mettre la lumière. Pour moi, c'est pas comment dire, c'est plus stigmatisation que une richesse qu'on veut tirer de cette différenciation kabyle. Donc voilà, pour moi, c'est un peu pourquoi j'ai rappelé ce point, pour dire que euh, il y a des questions centrales sur lesquelles la Kabylie peut-être elle est beaucoup plus portée, mais c'est des questions que tous les Algériens portent. Mais pas que, parce que moi, je milite pour, au-delà de l'Algérie, pour toute l'Afrique du Nord qui se réconcilie avec elle-même. Mais voilà ce que dit un Kabyle, peut-être le Chelhi, le Chaoui, il le pense, mais voilà, peut-être il n'a juste pas le cadre, l'espace pour le dire, mais il est partagé, hein. Donc pour moi, la question de la misérité, et je l'ai vu, j'ai eu la chance de voyager un peu en Algérie, euh, elle est, euh, elle est complètement partagée par beaucoup d'Algériens. Il y a beaucoup de résistance, il y a des Algériens qui résistent, mais pour moi,
ils sont en phase finale de résistance. On a vu, ça je fais juste la parenthèse, euh, tous les gens qui se disaient il y a 10, 20 ans, 30 ans en arrière, qui venaient du Yémen, qui descendaient des villages yéménites, maintenant on l'entend plus, ils nous ont sorti là un nouveau, c'est pas une nouvelle théorie qu'on est tous des Phéniciens, l'Algérie c'est des Phéniciens. Pour moi, voilà. Parce que pourquoi? Parce que les gens, vu que les Arabes d'Arabie leur disent oui, vous êtes des Amazirs, nous, on est des Arabes. Pour moi, il y a, bah, donc, et ces gens-là qui rejettent cette dimension amazigh cherchent d'autres attaches et ils sont trouvés maintenant dans la question phénicienne. Mais voilà, pour moi, c'est la fin. C'est le début de la fin de, euh, cette, euh, de cet intrus identitaire qui est chez nous. Moi, je ne rejette pas la diversité. Pour moi, la langue arabe, la langue française fait partie de notre richesse et de notre patrimoine et de notre histoire. Moi, j'ai aucun complexe avec la langue arabe. Je la maîtrise très bien en écrit, donc j'ai pas de problème avec la langue arabe et je maîtrise la langue française. Pour moi, ça fait partie de notre patrimoine, mais foncièrement, on est des Amazirs, culturellement, on est des Amazirs, et on doit le revendiquer tel parce que le monde est diversifié et notre place dans le monde est par cette singularité, par cette richesse. Tu vis au Canada et peut-être tu connais très bien la question de la diversité communautaire qui est assumée et qui est vue comme une richesse et non pas comme un handicap pour un pays qui veut s'ouvrir sur le monde et qui veut s'enrichir. Parce que voilà, pour moi, c'est important de le rappeler. Donc, nous, on est des Nord-Africains, on est des Amazirs, et on doit le revendiquer tel quel. On a notre histoire qu'on doit aussi faire découvrir au monde tel qu'elle est. Et j'ai rien contre un Arabe d'Arabie Saoudite, de Qatar et autres. À égal, j'ai rien contre un Français ou autre. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut vivre dans la diversité, dans la richesse de la différence. Très bien, on finit avec la conclusion, comme vous l'avez mentionné. Vous avez dit, مشكلتنا سياسية قبل أن تكون هويتية. Je traduis, notre problème est d'abord politique avant d'être identitaire. Et vous avez donc, je vais résumer un peu vous l'avez écrit en arabe pour nos auditeurs. Vous avez dit que votre analyse, vous adressez à Nordin Boukhara, est pertinente, mais elle restera incomplète tant qu'elle ne reconnaîtra pas que, un, l'absence de démocratie est à l'origine de la crise. Deux, l'hégémonie arabo-baptiste a marginalisé la culture amazigh et a aggravé les souffrances. Trois, le MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, est une conséquence et non une cause. Quatre, ignorer les souffrances du peuple amazigh ne fait qu'exerber la crise. Et le dernier point, cinquième point, التنوع ليس خطرا على الجزائر بل إنكاره هو الخطر الحقيقي. La diversité n'est pas un danger pour l'Algérie, mais c'est plutôt son déni qui représente le véritable danger. Est-ce que vous pouvez expliciter davantage avec tes propres paroles? Oui, en fait, j'ai fait juste un résumé pour faciliter un peu la lecture du texte. Ça a repris tout ce qu'on disait. Pour moi, la clé et la porte de tout est la démocratisation du régime politique en Algérie. Pour moi, c'est central. Je pense le régime tel qu'il a été construit après 62, son caractère autoritaire est arrivé à sa fin historique, idéologique et culturelle aussi, entre parenthèses. Donc, cet autoritarisme de l'État, enfin de régime politique algérien, 2019 était un révélateur qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Donc, l'Algérie doit s'ouvrir, se démocratiser et se réconcilier avec elle-même. Se réconcilier avec elle-même, c'est-à-dire d'accepter de dire qu'on est des Amazirs, on est culturellement Amazirs, parce qu'en fait, juste d'Arachide, je veux faire ouvrir cette parenthèse pour faire comprendre aux gens, quand je dis je suis Amazir, c'est pas parce que je parle kabyle, parce que c'est tout l'aspect culturel fait de moi un Amazir. Donc en Algérie, un arabophone qui mange du couscous, sa manière de fêter la naissance, la manière d'organiser un mariage, la manière d'organiser un décès, enfin l'art culinaire, enfin tout ce qu'on mange, nous on mange du blé, enfin tout ce qu'on cuisine, tout ce qu'on mange
est construit sur le blé dur. Enfin, tout ça fait que, même si je parle arabe, je suis arabophone, mais toute ma pratique culturelle de ma naissance jusqu'à ma mort, elle est amazigh. Il faut que les gens comprennent. Quand je dis amazigh, c'est pas juste, même si je parle là, on est en train de parler en français, mais moi je pense, je réfléchis, je respire amazigh. Donc même si je vis en France, mais j'ai ma dimension culturelle amazigh qui m'accompagne, que je veux transmettre à mes enfants, abstraction faite de la langue. Parce que la question de la amazigité, la question identitaire, elle va au-delà de la langue. Je ferme cette parenthèse juste pour qu'on soit d'accord sur la définition de la dimension amazigh. Donc voilà, pour dire que donc, globalement, il faut démocratiser le régime, se réconcilier avec notre identité amazigh, accepter la diversité en Algérie telle qu'elle est, dans toute sa richesse, et aussi euh, mettre le doigt sur la source du problème et des problèmes, pas que pour le MAC, mais pour tous les autres problèmes en Algérie. Il faut toujours dire, voilà la source, comment je l'identifie, comment je peux le régler, et si je peux le régler, qu'est-ce que je peux apporter comme solution. Et ça, c'est tous les problèmes politiques ne peuvent se discuter que politiquement. J'aurais aimé avoir ce débat avec toi, Darachid, dans une télé en Algérie, avec M. Boukourouf en face, qu'on peut débattre, qu'on peut échanger. Il peut nous apporter la nuance. Peut-être on a mal, peut-être moi aussi j'ai mal compris ses propos, mais si je l'entends pas et je peux pas le contredire en direct, eh ben je peux pas le comprendre aussi. Tout à Donc fait. pour moi c'est très important. Oui. Donc et ça c'est à le rappeler aussi. Donc cette fermeture et en pensant qu'en muselant toute expression différente, toute expression contraire, et ça ne fait que aggraver la crise et retarder peut-être aussi le chemin vers euh, une Algérie peut-être plus apaisée. Et ça, il faut le rappeler. C'est pour ça que j'ai fait un peu ce rappel à la fin pour identifier là où il faut creuser. Et quand je dis la question identitaire, c'est pas un problème. Nous, en tant qu'Algériens, moi, je sais que je suis. Mhm. Donc, j'ai pas un problème avec moi-même. Je peux pas avoir un problème par rapport à ce que je suis. J'ai un patrimoine qui m'a été transmis, que je sauvegarde, je veux transmettre à mes enfants. Donc, c'est pas un problème identitaire. C'est un problème politique qui fait que j'ai pas l'espace politique pour que ma culture s'exprime. C'est-à-dire que je peux pas transmettre ma langue à travers l'école. Je peux pas, voilà, faire un débat télé avec ma langue dans un média public qui fonctionne avec mes impôts. Quand je prends un document administratif, je ne peux pas écrire avec ma langue. Donc, c'est l'aspect politique. Donc, qui fait que ben, mon problème, il est politique et n'est pas identitaire. Parce que moi, la question identitaire, je suis ce que je suis et j'ai pas de problème avec ça. Et à la fin, je dis que la question de la diversité est une richesse. Il ne faut jamais voir la différence avec l'autre. Peut-être les gens toujours, et ça, je l'ai constaté, les gens qui ont beaucoup voyagé, c'est des personnes toujours ouvertes aux autres. Et donc, quand Mhm. on voit que le monde est différent, que le monde, on peut vivre différemment, on peut penser différemment, mais ça ne nous empêche pas de parler, de discuter, de rigoler, de pleurer ensemble. Et ça, qu'on comprend que la richesse, enfin la diversité est une richesse et non pas un handicap. Il faut que les Algériens aussi comprennent que quand on revendique nos spécificités kabyles, chaoui et autres, c'est pas une remise en cause de comment dire, de l'unicité, mais l'uniformisation peut être aussi un handicap. Donc la richesse, il faut l'encourager et non pas en trouver comme un obstacle. Vous avez lancé un souhait de voir dans des Boukero et répondre à ta sollicitation de Oui, débattre avec lui. C'est ce qu'on fera. Je promets une chose, une fois diffusé cette vidéo, je vais lui envoyer le lien en espérant, en invitant un débat avec vous, avec un autre, par rapport à tout ce qu'il a écrit au sujet de l'aspect identitaire. Merci, Monsieur Wahab Hamidi. Merci, Kata Satas. merci Darachid, merci beaucoup. Et comment dire, je t'encourage beaucoup par rapport à ce que tu fais. C'est des petits espaces Voilà, d'échange, de débat, mais qui sont importants et surtout dans l'état actuel des choses, il faut aussi qu'on ait des tribunes comme ça pour tout à fait. pouvoir enrichir le débat et s'exprimer et élargir les espaces
et toucher le maximum de personnes pour qu'on puisse voilà, Très bien. Et c'est la faire ligne, avancer Oui, et c'est la ligne éditoriale de TQ5 qu'on invite donc à des débats d'idées exactement. dans tous les domaines. أكيد نستطيع تملي تكيد يسون كمس وهذا حميد رجلان كيف الدنيا غزنجاز نتزام سار مشا وسيلا غينس دس دوان يغا أزرف لو دروا دونك مازال لها تنوغ الغوص ميلا دو وشاديني لنا غزات يسير أغزينا ودينا قيمة تسلويت Merci, merci. Ok.